Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. Avec un démarrage un peu difficile ce soir, je vous cache pas, faut que ça change chaque semaine sur Sud Radio. Merci d'avoir choisi Sud Radio justement pour accompagner votre soirée avec le match qui est à venir. Toulouse-Bayonne avec l'équipe d'Alexandre Priam. Mathéo Lamblot à mes côtés comme d'habitude. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Oh bah ça va super bien aujourd'hui. Mieux que moi visiblement. Oh bah y a pas de mal. Y a pas de mal. À distance avec nous, Virginie Dubost, comment ça va ? Ça va, bonsoir à tous. On est très content de vous avoir, merci d'avoir répondu présente. Et puis dans cette émission, nous parlerons du don du sang qui ne serait pas accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Disons, on peut dire qu'ils voient rouge. Et en deuxième partie, nous aurons Antoine qui viendra nous raconter ce qui se passe du côté de Lyon avec plus d'une centaine d'équipements destinés à quoi ? C'est des ascenseurs, des escalators qui ne fonctionnent plus dans les transports en commun et il vit, lui et d'autres personnes en situation de handicap, l'enfer. Mais avant ça, on va démarrer avec vous Mathéo, avec c'est quoi cette semaine ? Un coup de cœur, un coup de gueule ? Oui Anthony, un coup de cœur aujourd'hui. Bon bah très bien, allez on y va, c'est parti. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Vous nous parlez de qui, Mathéo, ce soir ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une leçon de vie, tout simplement. Elle nous est offerte par Mathieu Baumel. Mathieu Baumel, c'est un copilote à la renommée internationale, 4 fois vainqueur du rallye Dakar. Mais il y a un an, le 29 janvier 2025, sa vie bascule alors qu'il porte assistance à un véhicule en panne. Une voiture le fauche de plein fouet, excusez-moi. Le bilan est terrible, 2 arrêts cardiaques, 2 jours de coma artificiel et l'amputation de la jambe droite. Mais si le cœur de Mathieu est reparti 2 fois, c'était d'abord pour revoir sa famille et puis pour un objectif très clair, retrouver le sable du Dakar. Dès son réveil, il se fixe un cap fou, le Dakar 2026, et il met tout en œuvre pour y parvenir. Passage par un centre spécialisé pour apprendre à travailler avec sa prothèse, puis direction Cap-Breton pour la rééducation. Et devinez quoi Anthony ? Le 3 janvier dernier, Mathieu Baumel était bien sur la ligne de départ du Dakar 2026 aux côtés du pilote belge Guillaume de Mévius. Mieux encore, ils se sont offert le luxe de remporter la 2e étape. Au final, il termine 32e au classement général. Mais l'émotion la plus forte arrive sur la ligne d'arrivée de l'avant-dernière étape, la surprise de la venue de sa famille en plein désert saoudien. Je vous propose justement de revivre ce moment très fort. Ça s'est passé au micro de nos confrères de la chaîne Équipe. Ouais, super surprise. Et puis une journée de merde encore aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. Ouais, nous aussi, on est contents d'être avec toi. C'est pareil, les enfants, vous n'étiez jamais venus sur une course ? Non, la première fois en 19 Dakar. Ouais, désolé, on est un peu émus. Mais c'est une belle émotion après 11 mois de galère. La boucle est bouclée. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Voilà donc pour ce très joli moment et encore bravo Mathieu pour cette résilience exceptionnelle qui devrait inspirer beaucoup de monde. Effectivement, c'est incroyable comme aventure. Et puis le parcours qui a été le sien, Virginie Dubost, ça a un écho chez vous, ça ? Oui, en fait, je pense qu'à partir du moment où on se fixe des objectifs comme ça aide à repartir de plus belle et ça donne un sens à la rééducation. Ça donne des objectifs, notamment là, on parle d'amputation. Un objectif pour pouvoir accélérer les entraînements avec la nouvelle prothèse, les essais, etc. Et c'est une très, très belle histoire. Le dépassement. Et comme souvent, le sport est clé dans la reconstruction. Vous faisiez du surf, je crois, Virginie. Moi, j'ai eu un accident de surf, mais je ne faisais pas de surf. C'était mon premier cours. Ah ouais. Je faisais plein d'autres sports, du triathlon, des courses, de la danse, du vélo, beaucoup de choses, beaucoup de yoga aussi, mais pas de surf. Bon, mais malgré ça, vous avez surmonté. Et est-ce que, justement, il y a des activités sportives qui vous sont malgré tout proposées ? En fait, pour le handisport, il y a plein d'activités proposées et disponibles. Moi, j'ai une petite particularité, c'est qu'en plus d'être tétraplégique, j'ai mon bras droit qui ne fonctionne pas. Donc, ça pose problème pour la plupart des activités parce qu'on a besoin quand même d'une bilatéralité pour, pour pédaler, faire avancer un fauteuil, plein d'autres choses. Donc, ça me restreint un petit peu au niveau des activités physiques, mais je fais pas mal d'exosquelettes, de rééducation. Ça, c'est fascinant, les exosquelettes.
Ces Ouais, dispositifs qui vous incroyable. permettent quasiment de remarcher ou de vous maintenir debout, c'est fou. C'est ça, et de se verticaliser, de pouvoir marcher et faire d'autres activités une fois debout, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à l'organisme et au moral aussi. J'ai vu une vidéo de Virginie en train de faire des abdos. Je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus à l'aise que moi. Ah oui, c'est vrai, non, j'ai gardé un peu de sangle abdominale. Ouais. Bon, écoutez, je vous propose que maintenant qu'on se tourne du côté du 0826 300 300 avec Christophe qui nous appelle. Bonsoir Christophe. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Alors, vous, Christophe, vous êtes non-voyant et vous nous avez contacté pour nous alerter sur un dysfonctionnement de la banque du sang. Alors, oui, il y a un souci d'accessibilité. Alors, non pas pour le don du sang lui-même, mais pour la prise de rendez-vous sur leur site. Oui, on se doute bien que c'est pas vous qui plantez l'aiguille dans le bras. Non, c'est ça. Non, racontez-nous. Le site n'est pas conforme au règlement général d'amélioration pour l'accessibilité, donc le RG2A. Au moins, ils ont l'honnêteté de le dire sur leur site, que l'accessibilité est non conforme. Alors, on peut prendre rendez-vous quand on est à l'aise avec l'informatique avec des méthodes de contournement, mais ça prend un quart d'heure au lieu de 2 minutes. Alors, moi, Christophe, je voudrais profiter de vous avoir. Parce qu'on parle très souvent d'accessibilité numérique, peut-être un peu rapidement, on survole le sujet dans l'émission. Et les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas forcément concernés par ce qui vous touche. L'accessibilité numérique, c'est quoi exactement quand vous dites qu'un site n'est pas accessible? Vous pouvez utiliser, quand on est non-voyant, on peut utiliser Internet, un ordinateur, et comment ça fonctionne? Alors, moi, en tant que non-voyant, pour utiliser un ordinateur, je suis aidé avec un lecteur d'écran. Donc une synthèse vocale. Une synthèse vocale, oui, qu'on peut aussi appeler lecteur d'écran, qui permet de lire le contenu qui est affiché sur l'écran. Donc c'est une voix qui parle et qui lit ce qu'il y a sur l'écran. Qui parle et qui lit ce qu'il y a sur l'écran. Mais pour que ce soit pleinement accessible, il faut qu'on puisse naviguer de lien en lien, bouton en bouton, sans formulaire. Alors, or, tous les sites ne sont pas forcément équipés de ces éléments. Et après, il y a avec la souris, on peut cliquer sur des choses pour valider, mais avec la navigation au clavier, on ne trouve pas forcément ces boutons parce qu'ils ne sont pas balisés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une image du bouton ou du lien qui sont à cliquer. Par exemple, je veux cliquer sur réserver un créneau pour aller faire mon don du sang. Et en fait, ce lien n'est pas forcément correctement étiqueté pour votre synthèse vocale qui, du coup, au lieu de vous dire réservation, elle va vous dire image. Parce qu'elle voit qu'elle passe sur une image, que vous passez avec votre clavier sur l'image, mais en fait, elle ne sait pas interpréter ce qu'est cette image, alors que pour les voyants, l'image, il y a marqué réservation d'un créneau dedans, peut-être. C'est ça. Oui, tout à fait. Un peu comme les CAPTCHA. Ouais. Les CAPTCHA, vous savez, quand il faut recopier ce truc horrible dans les formulaires où il faut recopier des caractères à peine lisibles. Bon, c'est vrai que là, du coup, c'est le même tarif pour une synthèse vocale. Et alors, le problème du côté de la collecte de sang, c'est que vous ne pouvez pas prendre de réservation de façon native avec le site internet. Vous êtes obligé d'utiliser des méthodes différentes. On va pas rentrer dans le détail de ces méthodes, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez exactement ? Je demande à ce que le site soit pleinement accessible parce que nous sommes 50 000 non-voyants en France. Si on élargit à la malvoyance, 2 millions. On touche 2 millions. Voilà. Donc, un site conforme au RG2A, c'est 2 millions de donneurs potentiels en plus. Bien sûr. D'autant qu'en France, on se plaint d'une pénurie de plasma sanguin, donc c'est un peu contradictoire d'exclure 2 millions de déficients visuels. Et il est toujours possible de prendre rendez-vous. Oui. Sauf que moi, au lieu vous perdez votre temps. Ça prend 1 minute. Nous, ça prend 5-10 minutes. Ouais. Alors, un déficient visuel qui va prendre rendez-vous, qui voit qui galère, du coup, il va très vite abandonner. Et du coup, c'est un don en moins potentiel. Vous pouvez pas le faire par téléphone ? Si, justement, parce que là, j'ai échangé avec eux. Et un déficient visuel qui
souhaite faire un don, il est possible de réserver en ligne. Alors, j'ai le numéro. Par téléphone, vous voulez dire? Ouais. Ouais, par téléphone, pardon. 01 43 90. Alors ça c'est pour Paris, donc on va peut-être pas donner le numéro parce que non, il y a un numéro local, vous pensez? Ouais, je pense. Ouais, après, donc, pour les auditeurs à mon avis, en Ile-de-France. Ouais, peut-être si les gens veulent écouter, veulent donner leur sang, pardon, il est peut-être préférable de contacter directement par email la collecte locale, parce que sinon, si vous donnez juste le numéro pour l'Île-de-France, alors qu'on est écouté partout en France, ça va être compliqué. Mais en tout cas, merci Christophe pour en tout cas votre témoignage. J'invite la Banque du Sang peut-être à venir nous voir et nous raconter si c'est un problème récurrent et s'ils ont envie de nous dire où est-ce qu'ils en sont. Oui, d'autant que Christophe le disait, qu'ils en étaient pleinement conscients. Donc, oui, bon, peut-être qu'ils travaillent sur le sujet. Sur le site, ils en parlent. Après, moi, quand j'ai échangé au téléphone, ils sont pleinement conscients de la situation. Et du coup, moi, ce que j'invite à faire, un DV qui veut prendre rendez-vous, qui veut donner du sang, ils ont conscience du problème. Merci en tout cas. C'est possible de. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très gentils, ils sont très accueillants. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Effectivement, j'en doute pas. Merci Christophe d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous, nous reporter ce problème sur le don du sang qui n'est pas accessible, en tout cas sur son site internet, à destination des personnes déficientes visuelles. 0826 300 300, vous pouvez évidemment nous appeler pour témoigner dans l'émission. Et puis vous bougez pas sur Sud Radio, on continue dans deuxième partie, on va aller à Lyon avec Antoine qui visiblement a des problèmes d'accessibilité dans les transports en commun. Et le match Toulouse-Bayonne qui est à venir juste après sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio pour Faut que ça change. Comme chaque semaine, on parle de handicap, on parle d'accessibilité et d'autonomie. 30 000, n'importe quoi, 30%, à chaque fois je me plante. 30% de la population est en situation de handicap ou concernée, vit au quotidien le handicap. Près d'un Français sur deux presque connaît le handicap si on considère les personnes qui vivent avec la personne en situation de handicap, les aimants comme j'aime bien les appeler. Avec nous toujours Mathéo Lamblot. Toujours là. Oui. Fidèle au poste. À distance, Virginie Dubost. Ça va toujours, Virginie? Oui, toujours là aussi. Merveilleux. Dans cette deuxième partie d'émission, les amis, on va revenir avec Antoine sur ce qui se passe à Lyon. À Lyon, visiblement, il y a plus d'une centaine d'équipements, des ascenseurs, des escalators, etc., qui ne sont plus fonctionnels, qui sont en panne et qui rendent ces déplacements, lui et les autres en situation de handicap, ça en devient des calvaires. Allez, c'est parti. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci de prendre le temps de venir ici sur Sud Radio nous raconter aujourd'hui ce qui vous anime, vous préoccupe et surtout, je crois, vous met en colère avec un collectif de personnes en situation de handicap. Parce que je le disais, une centaine d'équipements mécanisés seraient totalement dysfonctionnels. Racontez-nous. Déjà, et puis racontez-nous aussi votre situation. Alors moi, je fais des faces à fauteuil roulant. J'habite à Lyon, je fais des faces beaucoup. Ouais. Enfin, comme beaucoup de gens, et c'est juste extrêmement compliqué de se déplacer. On a une centaine d'équipements en panne, soit deux escalators, deux ascenseurs, quasiment un tiers des équipements. Donc dès qu'on essaie de prendre le métro, soit tout coincé, soit au départ, sur la sortie, ça veut dire énormément de détours, du temps perdu pour aller à la station d'après, faire demi-tour, enfin c'est un enfer, et quand on prend la voiture, c'est impossible de circuler. En plus, Lyon est très compliqué pour la circulation en voiture. Ouais. Première ville embouteillée en France. Pardon Mathéo, vous disiez ? Première ville embouteillée en France, c'est un sondage qui est tombé la semaine dernière. C'est incroyable. Ok, donc il y a par moment... Le métro lyonnais, à la différence du métro parisien, est somme toute accessible. Et il y a des stations, quand un ascenseur tombe en panne, là c'est l'enfer, il faut que vous déplaciez jusqu'à la station d'après. Je crois qu'en plus vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul dans votre quotidien. Ouais, je suis accompagné par les auxiliaires de vie qui subissent autant fois ces difficultés depuis... ça fait à peu près 18 mois que... Combien ? 18 mois ? Ça fait 18 mois que la situation
n'évolue pas. Ça de se détériorer et l'équipement ferait pareil, mais retombe en panne. Quasiment aussitôt, parce qu'en fait, ils sont complètement vétus, je pense, et utilisés par beaucoup d'autres personnes. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de prendre l'ascenseur, qui le déprennent, voire qui le détériorent, et forcément, ça se répercute sur tout le... Sur 30% de personnes à mobilité réduite, donc c'est-à-dire pas que les fauteuils, les personnes âgées, les bien sûr. Ouais, moi j'aime bien reprendre cette expression de Stéphane Houdet qui dit que les personnes handicapées sont juste des personnes valides qui ont pris de l'avance sur les autres. Combien de personnes aujourd'hui rassemblent votre collectif vous en appelez, je crois, au Citral qui gère les transports en commun de Lyon. Au collectif, on a une trentaine d'associations. Ah oui, c'est même pas des personnes handicapées, dont APF France Handicap notamment. C'est un effort pour porter nos revendications. Donc on représente des centaines de personnes et au final des milliers de personnes, voire des centaines de milliers si on prend en compte. Pour une personne de la population, donc ça fait très longtemps qu'on mise avec le Citral, qu'on essaye de convaincre le Citral de faire des investissements et mettre plus de moyens sur la maintenance et l'anticipation des problématiques. Virginie Dubost, je me tourne vers vous parce que vous êtes parisienne. Alors, vous n'avez pas la chance d'Antoine d'avoir un réseau accessible. Pour autant, pour le peu qu'il y a d'accessible, quand il y a une panne, c'est l'enfer. Exactement. Moi, je suis allée plusieurs fois à Lyon et j'ai pris le métro. Il n'y avait pas de problème et j'ai trouvé ça assez fluide. Mais c'est vrai que typiquement, à Paris, il y a une seule ligne, c'est la ligne 14, qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et je l'ai prise une fois et en effet, les ascenseurs étaient en panne. Et en fait, c'était vraiment très galère parce qu'en fait, cette ligne est très en profondeur. Donc, il y avait quand même beaucoup d'ascenseurs à prendre et impossible de remonter. Donc, il a fallu attendre, se faire porter, etc. Et c'est vrai qu'un trajet qui est censé être rapide, qui est censé être 2 à 3 fois plus rapide qu'un trajet en voiture ou en bus, finalement, ça devient encore plus la galère alors que c'est censé être une option rapide et fluide comme tout le monde. Et puis l'indignité qu'il y a derrière cela, c'est-à-dire que si vous devez vous faire porter, déjà que le regard des gens n'est pas forcément bienveillant quand on est en situation de handicap, mais si en plus derrière vous devenez le centre de l'attention et un problème à résoudre alors que vous vouliez juste aller d'un point A à un point B, c'est l'enfer. C'est vrai, il y a ça, il y a le fait que j'ai un fauteuil qui n'est pas trop lourd, mais typiquement, Antoine, on ne peut pas, ou les personnes qui ont un fauteuil électrique beaucoup plus lourd, c'est impossible d'opter pour ces solutions-là. Il faut attendre un réparateur, attendre beaucoup de monde, et c'est vraiment... Combien ça pèse un fauteuil roulant, Antoine, par exemple, pour vous ? Le mien, il pèse 230. 230 grammes ? Autrement kilos, donc je m'en dis. 230 kilos. C'est absolument impossible. C'est impossible à porter. Il faudrait même 7-8 personnes. En fait, la seule possibilité, c'est d'aller sur les stations, donc du coup, de perdre un temps fou pour revenir pour rouler. 230 kilos, j'avoue que j'en reviens pas du poids, et donc même vos auxiliaires peuvent pas porter ça. Puis de toute façon, je crois que vous êtes quelqu'un de très actif, Antoine, dans votre vie professionnelle, même dans votre vie d'engagement associatif, vous êtes très militant, ce qui fait que vous ne supportez pas rester immobile. C'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de comprendre qu'une personne qui est utilisatrice d'un fauteuil roulant est parfaitement capable de tout un tas de choses. Et vous, ça vous rend complètement fou de rester bloqué dans ces réseaux de transport. Surtout, c'est que j'ai beaucoup de rendez-vous et du coup, je perds plusieurs heures par jour. Alors j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'engagements à porter, donc c'est vraiment un frein. Et moi encore, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas abattre par les obstacles, mais j'imagine il y a beaucoup de gens avec ces obstacles qui restent chez eux. Oui, bien sûr. Qui ne veulent plus sortir. Et ça, il faut bien quand même l'entendre et le comprendre qu'une société qui ne pense pas aux gens qui sont sur roue, je pense aux personnes en fauteuil, mais Virginie, vous l'avez dit, il y a les personnes qui utilisent des poussettes pour les enfants. Moi, ça a été mon cas.
Bien sûr, marchand, enfin, il y a vraiment tout un autre spectre de la mobilité réduite, sans parler de handicap. Et ça devient l'enfer, en fait, quand la société ne tient pas compte de cela. Et surtout, moi, ce qui me rend fou, c'est que pour Paris, faut se le dire, hein, mais il y avait quand même des pièces de rechange pour les ascenseurs, pour les Jeux de Paris. Et on était capable de garantir une continuité de service sur les ascenseurs, sur les escalators, parce qu'on avait des pièces de rechange. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a plus rien ensuite, qu'il ne se passe plus rien depuis les Jeux. Vous avez ce sentiment-là, vous, Antoine ? Oui, effectivement, j'ai l'impression que les Jeux paralympiques, c'était l'occasion de mettre en avant un message qu'on savait faire, mais heureusement, ça n'a pas duré sur la durée, et on a été assez déçus. Et puis, vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, celle même qui va accueillir les prochains Jeux de 2030. Tout à fait, donc on espère que ça sera l'occasion de vraiment faire quelque chose de plus durable dans le temps. Mathéo, vous voulez dire quelque chose, je crois, non ? Non, bon, pardon, excusez-moi, j'ai cru. Virginie Dubost, là vous, sur le regard des Jeux, justement, qu'est-ce que, aujourd'hui, vous en pensez de cet héritage qu'on arrête de cesse de nous rabâcher en disant c'est l'héritage des Jeux ? Le compte y est ou... Je pense que côté héritage, ça s'est vraiment essoufflé, hormis dans le regard des gens et notamment des enfants qui ont pu voir que le handicap pouvait être synonyme aussi de performance. Et pour les personnes en situation de handicap, ça leur a donné envie aussi de s'inscrire dans des clubs sportifs. Donc ça, c'est hyper chouette. Après, tout ce qui est technique, infrastructure, on ne voit pas du tout de différence. Et comme vous le disiez si bien, pendant les Jeux, il n'y avait aucun problème dans les métros, dans les escalators, etc. parce qu'on avait les pièces de rechange. Et typiquement, ce week-end, j'ai visité le Louvre. Et pour ressortir côté carrousel du Louvre, il y avait un ascenseur qui était en panne depuis 2 mois. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas censé arriver dans l'espace public. Et ça ne serait jamais arrivé pendant les Jeux Olympiques, c'est sûr. Effectivement. Merci en tout cas Antoine d'être venu témoigner sur Sud Radio pour raconter ce calvaire que vous vivez au quotidien. Je crois même une fois avoir lu de votre part que vous aviez mis autant de temps à vous déplacer d'un bout de la ville à l'autre que si vous aviez fait un aller-retour à Paris. Pas tout à fait. En fait, j'ai mis autant de temps pour faire 3 km en métro que pour faire un trajet Lyon-Marseille en train. Lyon-Marseille, pardon. Voilà. Ah non, mais c'est pas possible. Et sous la pluie, en plus. Ouais. Bon, malgré ça, Malte et Mathéo, vous avez quand même une info à nous donner qui vient de tomber. Oui, dans le cadre du budget 2026, il y aura la création, donc à partir du mois de septembre 2026, de 1700 postes d'AESH en plus et de 300 professeurs qui seront recrutés donc, pour favoriser l'école inclusive. Eh ben, ça ne change pas l'inaccessibilité de certaines choses de la société, mais ça permettra peut-être à des enfants d'avoir une personne en face de chaque chaise vide pour pouvoir suivre ses cours. Donc, je ne sais pas si on salue ou pas l'initiative. Il faut leur donner les moyens. Voilà, en tout cas, le bénéfice du doute. Virginie, vous saluez ? Oui, c'est vraiment une chouette nouvelle si elle est maintenue. Appliquée. Et voilà. Si elle est appliquée. Ouais. Merci Virginie d'avoir été avec nous ce soir sur Sud Radio pour Faut que ça change. Merci Mathéo. On se retrouve la semaine prochaine ? Bah oui. Oui, il n'y a pas de raison. Bon, non. Bon. Merci Louane qui est à la réalisation. Et puis vous bougez pas sur Sud Radio. La rencontre Toulouse-Bayonne est à suivre.